C'est un adieu. Sylvie ne dit rien. Elle regarde simplement le couloir où, il y a 10 minutes, Monsieur Dubois avait cessé de crier pour la première fois en 3 jours, parce qu'elle l'avait pris dans ses bras. Et c'est pour ça que Béatrice la mettait à la porte. Si jamais on vous a maltraité pour avoir fait quelque chose de bien, restez jusqu'à la fin de cette histoire, parce que ce qui s'est passé ensuite a tout changé à jamais. Laissez-moi vous raconter comment tout a commencé. Monsieur Dubois avait 67 ans. Il y a 20 ans, il avait été l'un des architectes les plus respectés de la ville de Lyon. Il avait conçu des bâtiments qui ornent encore l'horizon. Mais à 47 ans, quelque chose a commencé à changer. D'abord, ce furent les voix, des murmures que lui seul entendait. Puis vint la paranoïa. Il croyait qu'on le suivait, qu'on l'espionnait, qu'il y avait des complots contre lui. Le diagnostic fut schizophrénie paranoïde. Une sentence qui a tout changé. Sa femme n'a pas pu le supporter. Elle est partie quand il a empiré. Son fils, Antoine, qui avait 32 ans à l'époque, a dû tout prendre en charge. L'entreprise familiale, la société de construction que son père avait créée, et un père qui s'éloignait chaque jour davantage de la réalité. Antoine a fait ce qu'il pouvait. Il a engagé les meilleurs psychiatres, les meilleures infirmières, les meilleurs aides-soignants. Mais rien ne fonctionnait vraiment. Monsieur Dubois continuait d'avoir des épisodes, des journées entières à crier, des nuits sans dormir, des moments de lucidité de plus en plus rares. Et Antoine, pris au piège entre la culpabilité et la responsabilité, s'est marié avec Béatrice, une femme élégante, éduquée, mais qui voyait Monsieur Dubois comme un fardeau, un obstacle, une honte qu'il fallait cacher. Sylvie est arrivée dans cette maison il y a 8 mois, non pas comme aide-soignante, mais comme femme de ménage, 47 ans, veuve, avec un secret qu'elle n'avait jamais révélé lors de l'entretien d'embauche. Son frère cadet avait souffert de schizophrénie. Pendant 15 ans, Sylvie s'en était occupée. Elle avait appris à lire ses signaux, à anticiper ses crises, à le calmer quand personne d'autre ne le pouvait. Lorsque son frère est mort il y a 5 ans, Sylvie a senti qu'une partie d'elle-même était partie avec lui. Mais elle avait aussi gardé quelque chose, une connaissance qu'aucun diplôme ne peut donner. La sagesse de celle qui a aimé quelqu'un avec un esprit différent. Le premier jour où Sylvie a vu Monsieur Dubois, quelque chose a bougé en elle. Il était dans le jardin, assis seul, regardant le vide, murmurant des choses que personne ne comprenait. Et Sylvie, sans que personne ne le lui demande, s'est approchée, s'est assise à ses côtés et a commencé à fredonner. Une mélodie de Debussy, la même qui calmait son frère. Monsieur Dubois a cessé de murmurer, a tourné la tête. Et pendant une seconde, ses yeux se sont fixés, comme si quelque chose dans cette musique l'avait ramené. Personne n'a vu ce moment, personne ne l'a remarqué. Mais Sylvie, si. Et à partir de ce jour, chaque fois qu'elle le pouvait, elle trouvait le moyen d'être près de Monsieur Dubois. Cela ne faisait pas partie de son travail. Béatrice lui avait dit très clairement que sa fonction était de nettoyer, rien de plus. Mais Sylvie ne pouvait pas s'en empêcher. Elle voyait son frère dans ses yeux perdus. Elle voyait quelqu'un qui avait besoin de plus que des médicaments, qui avait besoin de connexion humaine. Le premier mois est passé. Sylvie a remarqué que Monsieur Dubois avait moins d'épisodes quand elle était près de lui. Ce n'était pas une coïncidence. Elle avait appris avec son frère que les personnes atteintes de schizophrénie répondent à la constance, aux routines, aux voix connues, aux sons familiers. Alors Sylvie a commencé à créer son propre système, chaque matin avant que Béatrice ne se réveille. Elle entrait dans la chambre de Monsieur Dubois. Elle lui parlait doucement, lui mettait la même musique, lui montrait une vieille photo de la famille. Une photo où Monsieur Dubois apparaissait jeune, avec Antoine enfant dans ses bras. Et elle lui disait toujours la même chose. « Bonjour Monsieur Dubois. Aujourd'hui, ce sera une belle journée. Vous êtes architecte, vous avez conçu de beaux bâtiments. Et votre fils, Antoine, vous aime beaucoup. » Elle ne savait pas s'il comprenait, mais quelque chose dans ses mots l'ancrait, le ramenait, ne serait-ce que par moments. Au monde, Antoine a commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Son père était plus calme, les cris nocturnes avaient diminué, les crises étaient moins fréquentes. Le psychiatre n'avait pas d'explication,
Les médicaments étaient les mêmes. Rien n'avait changé, sauf quelque chose que personne ne voyait. Une femme de ménage qui, sans que personne ne la paie, faisait ce que les meilleurs spécialistes n'avaient pas réussi à faire. Mais si vous ressentez quelque chose avec cette histoire, si quelque chose bouge en vous, envisagez de donner votre soutien via un don. Ce cœur doré que vous voyez en bas n'est pas qu'un simple bouton. C'est votre façon de dire « Continuez à raconter ces histoires ». Et maintenant, voici ce que personne n'attendait. Béatrice a trouvé le carnet. Sylvie avait un petit carnet. Elle le gardait dans son sac. Elle y notait tout sur Monsieur Dubois. Quelles choses l'altéraient, quels sons le calmaient, quels mots utiliser et lesquels éviter. C'était le même système qu'elle avait utilisé avec son frère. Une carte de l'esprit de Monsieur Dubois qu'elle avait construite pendant des mois d'observation. Béatrice l'a trouvée un jour en fouillant la chambre de service. Elle n'avait pas le droit de faire ça. Mais Béatrice croyait qu'elle avait le droit à tout dans cette maison. Elle a ouvert le carnet, a lu les notes, et son visage s'est transformé en quelque chose que Sylvie n'avait jamais vu auparavant. De la rage pure. Pour qui vous prenez-vous? Les mots sont sortis comme du venin. Votre travail est de nettoyer, pas de vous mêler de mon beau-père. Sylvie a essayé d'expliquer. Je veux juste aider, madame. Aider? Vous? Une servante. Béatrice a pris le carnet et l'a jeté à la poubelle. Si je vous revois près de Monsieur Dubois, je vous renvoie sur le champ. Sylvie a baissé les yeux, a acquiescé et est allée nettoyer la salle de bain. Mais cette nuit-là, Monsieur Dubois a eu le pire épisode depuis des mois. Il a crié jusqu'à 3 heures du matin. Personne n'a pu le calmer. Ni les infirmières, ni les médicaments d'urgence, ni Béatrice, qui s'est enfermée dans sa chambre avec des bouchons d'oreilles. Seul Antoine est resté éveillé, écoutant son père crier des choses qui n'avaient déjà pas de sens, demandant à quelqu'un de le laisser tranquille, luttant contre des ennemis invisibles. Et Antoine, l'entrepreneur à succès, le PDG d'une société de construction millionnaire, s'est assis dans le couloir, les larmes aux yeux, parce que tout l'argent du monde ne pouvait pas donner la paix à son père. Le lendemain matin, Sylvie est arrivée tôt, comme toujours. Elle a vu les cernes d'Antoine. Elle a vu le désordre dans la chambre de Monsieur Dubois. Elle a vu les flacons de médicaments vides. Et sans que personne ne la voie, elle a récupéré son carnet dans la poubelle. Béatrice n'avait pas pris la peine de le vider. Sylvie l'a nettoyé, l'a rangé dans un endroit plus sûr et a pris une décision. Elle continuerait à prendre soin de Monsieur Dubois, même si on la renvoyait, même si Béatrice l'humiliait, parce qu'elle savait quelque chose que Béatrice ne comprendrait jamais. Certaines personnes ont besoin de plus que de l'argent et des médicaments. Elles ont besoin que quelqu'un les voie comme des êtres humains, pas comme des fardeaux, pas comme des problèmes, comme des êtres qui méritent de l'amour. Et c'était exactement ce que Sylvie lui donnait. Un amour sans condition, sans attente, sans date d'expiration. Sylvie se souvenait des nuits blanches avec son frère, les fois où elle avait dû le soutenir pendant qu'il criait des choses qui n'avaient aucun sens, les matins où il ne la reconnaissait pas, et les après-midi, les précieux après-midi, quand ses yeux s'éclaircissaient et qu'il disait son nom. Sylvie. Ça avait toujours été Sylvie, la seule qui n'était pas partie, la seule qui avait tenu bon, la seule qu'il avait vue comme une personne, jusqu'à la fin. Et maintenant, avec Monsieur Dubois, elle avait une deuxième chance. Pas pour le sauver, parce que la schizophrénie ne se guérit pas, mais pour lui donner la PX, pour que les bons jours soient plus nombreux que les mauvais, pour qu'il meure quand ce moment arriverait en sachant que quelqu'un l'a aimé. C'était tout ce que Sylvie voulait. Pas d'argent, pas de reconnaissance, pas un meilleur travail. Seulement donner à Monsieur Dubois ce que son frère avait eu. Quelqu'un qui soit là, quoi qu'il arrive, jusqu'à la fin. Une autre semaine passa. Les épisodes de Monsieur Dubois recommencèrent à diminuer. Sylvie avait trouvé le moyen de s'occuper de lui sans que Béatrice la voie. Tôt le matin, avant que personne ne se réveille, pendant la sieste de Béatrice, au moment où Madame sortait faire les courses, c'était un jeu dangereux, mais Sylvie était prête à le jouer.
Parce que chaque fois qu'elle voyait Monsieur Dubois se calmer avec sa musique, avec ses paroles, avec sa présence, elle sentait que son frère souriait depuis quelque part, que tout ce qu'elle avait appris en s'occupant de lui n'avait pas été vain, que la douleur de le perdre se transformait en quelque chose d'utile, en quelque chose de bien, en quelque chose qui sauvait une autre personne. Antoine, pendant ce temps, était confus. Son père allait mieux, mais personne ne savait pourquoi. Le psychiatre ajusta les médicaments en pensant qu'il avait trouvé la dose correcte. Béatrice s'attribuait le mérite en disant qu'elle avait engagé de meilleures infirmières, et Sylvie continuait à nettoyer en silence, sans rien dire, sans demander de reconnaissance, seulement en faisant ce que son cœur lui demandait. Un jour, Antoine trouva quelque chose. Il cherchait des documents dans le bureau quand il vit un papier par terre. Une feuille arrachée, avec une écriture qu'il ne reconnaissait pas. Elle disait des choses sur son père, que la mélodie de Debussy le calmait, que mentionner sa carrière d'architecte l'ancrait, que lui montrer des photos anciennes le ramenait. Antoine lut ces notes avec le cœur battant. Ce n'était pas le travail d'un psychiatre. C'était trop personnel, trop spécifique, trop rempli d'amour. Qui avait écrit ça? Il ne le savait pas, mais il garda la feuille. Et il commença à observer, comme un détective dans sa propre maison, parce que quelque chose ne collait pas. Son père allait mieux, mais aucun des traitements n'avait changé. Les médicaments étaient les mêmes. Les infirmières étaient les mêmes. Alors, qu'est-ce qui était différent? Antoine passa les 3 jours suivants à observer, à regarder, à écouter, à prendre des notes mentales de chaque petit détail, parce que c'était pour ça qu'il avait transformé l'entreprise de construction de son père en un empire. Il voyait ce que les autres ne voyaient pas. Et maintenant, il voyait quelque chose dans sa propre maison que personne d'autre ne remarquait. Ce qu'Antoine découvrit le laissa sans voix. Il nota que son père était plus tranquille le matin, juste après que Sylvie finissait de nettoyer le couloir près de sa chambre. Il nota que Monsieur Dubois fredonnait parfois une mélodie, toujours la même. Une pièce de Debussy qu'Antoine ne se souvenait pas avoir jamais mis. Il nota que son père regardait vers la porte de service, comme s'il attendait quelqu'un. Et un jour, finalement, il le vit. Il était 6 heures du matin. Antoine s'était levé tôt parce qu'il avait une réunion importante. Il descendit les escaliers en silence. Et il entendit quelque chose qui le fit s'arrêter. Une voix douce, féminine, venant de la chambre de son père. « Bonjour, Monsieur Dubois. Aujourd'hui, ça va être une bonne journée. Vous êtes architecte. Vous avez conçu de beaux bâtiments. Et votre fils Antoine vous aime beaucoup. » Antoine s'approcha sans faire de bruit. La porte était entr'ouverte. Et ce qu'il vit lui coupa le souffle. Sylvie, la femme de ménage, était assise à côté de son père. Elle tenait une vieille photo dans ses mains. Une photo qu'Antoine reconnut. Lui et son père. Il y a 20 ans, quand il était encore l'homme brillant qu'Antoine adorait, Monsieur Dubois regardait la photo. Et pour la première fois depuis longtemps, ses yeux avaient de la clarté. « C'est moi, ça !» dit Monsieur Dubois. Sa voix était faible, mais cohérente. « Oui, Monsieur Dubois, c'est vous. Et ce petit garçon, c'est votre fils Antoine. Il vous aime beaucoup. » Monsieur Dubois hocha la tête. « Antoine. » Il dit le nom comme s'il le goûtait, comme s'il s'en souvenait. Antoine, dans le couloir, dut se couvrir la bouche pour ne pas faire de bruit. Les larmes coulaient sur ses joues. Son père avait dit son nom. Quelque chose qui n'était pas arrivé depuis des mois. Et il l'avait fait avec une femme de ménage. Pas avec les psychiatres hors de prix. Pas avec les infirmières spécialisées. Avec Sylvie, la femme qui nettoyait les toilettes. Antoine voulut entrer. Il voulut embrasser son père. Il voulut remercier Sylvie. Mais quelque chose le retint. S'il entrait, il briserait le moment. Et en plus, il avait besoin de réfléchir. Il avait besoin de comprendre comment il était possible qu'une femme de ménage réussisse ce que personne d'autre n'avait réussi. Cet après-midi-là, Antoine fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Il chercha des informations sur Sylvie. Son dossier d'employé ne contenait que le basique. Nom, âge, état civil.
Mais Antoine voulait en savoir plus. Il appela l'agence qui l'avait embauché, et ce qu'il découvrit changea tout. Sylvie avait soigné son frère atteint de schizophrénie pendant 15 ans, jusqu'à ce qu'il meure il y a 5 ans. Elle n'avait pas de diplôme, elle n'avait pas de certification, mais elle avait quelque chose qu'aucun cours ne peut enseigner: l'expérience, l'amour, la compréhension d'une maladie que la plupart des gens ne comprennent pas. Antoine raccrocha le téléphone avec le cœur lourd. Tout ce temps, il avait eu quelqu'un dans sa maison qui pouvait aider son père. Et il ne le savait pas, mais quelqu'un le savait. Et cette personne avait décidé de le garder secret. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que cette histoire vous touche. Alors laissez-moi vous poser une question. Qu'auriez-vous fait à la place d'Antoine, en sachant que votre femme a humilié la seule personne qui peut calmer votre père? Ne me répondez pas maintenant. Attendez de voir ce qui s'est passé. Car ce qui arrive, c'est ce que personne n'attendait. Béatrice avait remarqué quelque chose. Son beau-père était beaucoup trop calme. Et ça la dérangeait. Pas parce qu'elle voulait qu'il souffre, mais parce que si M. Dubois allait mieux, Antoine n'accepterait jamais de le placer dans une maison de retraite. Et Béatrice voulait ça depuis des années. Elle voulait la maison pour elle seule. Elle ne voulait plus voir ce vieil homme crier. Elle voulait une vie normale, sans le fardeau d'un malade mental. Alors, elle commença à surveiller, à observer, à chercher la raison de cette amélioration. Et elle ne tarda pas à la trouver. Un matin, Béatrice se réveilla plus tôt que d'habitude. Elle souffrait d'insomnie. Elle descendit à la cuisine pour un verre d'eau et elle entendit de la musique, très douce, provenant de la chambre de M. Dubois. Elle s'approcha. La porte était entr'ouverte et ce qu'elle vit la remplit de furie. Sylvie, la femme de ménage, assise sur le lit de M. Dubois, lui tenant la main, lui parlant à voix basse, et M. Dubois, calme, presque souriant. Quelque chose que Béatrice n'avait pas vu depuis des années. La rage la consumait. Mais elle n'entra pas. Pas encore. D'abord, elle allait planifier sa vengeance. Une semaine passa. Béatrice rassembla des preuves, des photos de Sylvie entrant dans la chambre, des notes sur les horaires où elle la voyait près de M. Dubois, tout pour monter un dossier contre elle. Pas auprès d'Antoine, ce serait trop direct. Béatrice voulait l'humilier, elle voulait la détruire. Elle voulait que Sylvie quitte cette maison honteuse, sans possibilité de se défendre. Le plan était simple, attendre le moment parfait, l'attraper en flagrant délit et la renvoyer devant des témoins. Ce moment arriva un jeudi après-midi. M. Dubois avait passé une journée difficile. Les voix étaient fortes. La paranoïa le consumait. Il criait qu'il y avait des gens dans les murs, qu'ils allaient lui faire du mal, qu'il devait s'échapper. Les infirmières n'arrivaient pas à le contrôler. Béatrice s'était enfermée dans sa chambre et Antoine était absent. Il avait une réunion d'affaires qu'il ne pouvait pas annuler. Sylvie entendait les cris depuis la cuisine et quelque chose en elle se brisait à chaque cri. Elle avait entendu ces cris avant, pas les mêmes, mais semblables. Son frère criait ainsi, quand les voix étaient trop fortes, quand les fantômes que lui seul voyait devenaient trop réels, quand la peur le consumait de l'intérieur et qu'il n'avait aucun moyen de s'échapper. Sylvie se souvenait de ces nuits. Les nuits où elle serrait son frère dans ses bras pendant qu'il tremblait. Les nuits où elle lui fredonnait des chansons jusqu'à ce qu'il se calme. Les nuits où elle ne dormait pas non plus, parce que si elle fermait les yeux, il serait seul. Et M. Dubois était seul maintenant. Les infirmières étaient épuisées. Béatrice était enfermée avec des boules quiées et Antoine était absent. M. Dubois était complètement seul, luttant contre des démons que personne d'autre ne pouvait voir, terrifié, sans personne pour le soutenir, sans personne pour lui dire que tout allait bien se passer. Sylvie regarda ses mains, les mêmes mains qui avaient soutenu son frère pendant 15 ans, les mêmes mains qu'il avait serrées dans ses bras jusqu'à la fin, et elle sut ce qu'elle devait faire. Chaque cri lui brisait le cœur, parce qu'elle savait exactement ce que ressentait M. Dubois, pris au piège dans un esprit qui le trahissait, luttant contre des ennemis que lui seul pouvait voir, terrifié, seul, incompris. Sylvie regarda vers l'escalier. Béatrice était enfermée. Les infirmières étaient épuisées. Personne ne la verrait.
personne ne l'arrêterait. Elle monta, entra dans la chambre de M. Dubois, et ce qu'elle fit ensuite fut ce qui la condamna. Elle le prit dans ses bras. Simplement, elle le prit dans ses bras. M. Dubois était dans le coin de la chambre, tremblant, criant, laid, mains sur les oreilles, essayant de bloquer des voix que personne d'autre n'entendait. Sylvie s'agenouilla devant lui. Elle ne dit rien au début. Elle le prit juste dans ses bras, fort, comme elle serrait son frère dans ses bras quand il avait des crises, et elle commença à fredonner. La mélodie de Debussy, douce, constante, une ancre au milieu du chaos. Monsieur Dubois continua à crier, mais moins fort. Il continua à trembler, mais moins violemment. Et après 10 minutes, quelque chose d'incroyable se produisit. Il se calma. Les cris s'arrêtèrent, les tremblements diminuèrent, et Monsieur Dubois, pour la première fois depuis 3 jours, respira tranquillement. Sylvie le relâcha petit à petit. Elle l'aida à s'asseoir sur le lit. Elle lui donna de l'eau. Elle lui caressa les cheveux. Et, quand tout semblait aller bien, elle entendit une voix derrière elle. « Qu'est-ce que tu crois que tu fais, là ?» Béatrice était sur le pas de la porte. Son visage était un masque de furie. Ses yeux brillaient d'une chose que Sylvie reconnut instantanément. De la haine, pure, sans dilution. Sylvie se leva lentement, ne lâchant pas la main de M. Dubois. « Madame Béatrice, il était en crise. Je voulais juste, je m'en fiche. » Béatrice entra dans la chambre comme une tempête. « Je t'avais prévenu. Je t'avais dit de ne pas t'approcher de lui. Madame, s'il vous plaît, il n'a besoin de rien de toi. » Béatrice attrapa Sylvie par le bras, fort, tellement que Sylvie eut une grimace de douleur. « Tu es la femme de ménage, celle qui nettoie les toilettes, celle qui lave les sols. Tu n'es pas médecin, tu n'es pas infirmière, tu n'es personne. » Chaque mot était un coup. Sylvie les reçut en silence, parce qu'elle avait appris il y a longtemps que se défendre ne faisait qu'empirer les choses. Avec des gens comme Béatrice, il n'y avait aucune défense possible. Il fallait juste encaisser et attendre. Monsieur Dubois, sur le lit, recommença à s'agiter. Les cris de Béatrice l'altéraient. Sylvie le vit. Béatrice non. Ou cela ne lui importait pas. Tu sais ce que je vais faire. Béatrice lâcha le bras de Sylvie et la poussa en arrière. Je vais appeler la police. Je vais dire que tu étais en train de voler, que je t'ai trouvé dans la chambre de mon beau-père en train de prendre des choses. Les yeux de Sylvie s'écarquillèrent. C'est un mensonge. Qui vont-ils croire? Béatrice sourit, un sourire froid, cruel. Moi, la femme du propriétaire. Ou toi, la femme de ménage que personne ne connaît. Sylvie sentit la peur monter dans sa poitrine. Mais pas pour elle, pour Monsieur Dubois. Si elle était renvoyée, si elle était envoyée en prison, qui prendrait soin de lui? Qui le calmerait quand les voix seraient trop fortes? Qui lui fredonnerait Debussy jusqu'à ce qu'il arrête de trembler? Madame, s'il vous plaît. Sylvie joignit les mains. Pas pour moi, pour lui. Monsieur Dubois a besoin qu'on le mette dans une maison de retraite. Béatrice cracha les mots. C'est ce dont il a besoin. Être loin d'ici, où il ne dérange pas, où je n'ai pas à le voir. Et à ce moment-là, Sylvie comprit. Béatrice ne détestait pas Sylvie. Béatrice détestait Monsieur Dubois. Elle détestait sa maladie. Elle détestait devoir vivre avec ça. Elle détestait que son mari ne l'envoie pas loin. Sylvie n'était qu'un obstacle. Il y avait quelque chose qui se dressait entre Béatrice et son but, se débarrasser du vieil homme. Monsieur Dubois commença à gémir. Les mains sur les oreilles, encore. Le cri de Béatrice l'avait déclenché à nouveau. « Regardez ce que vous faites. » Béatrice montra Monsieur Dubois du doigt avec mépris. « Il ne peut même pas se contrôler. C'est un animal. » Sylvie ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. De la rage. Non. Sylvie fit un pas vers Béatrice. Il n'est pas un animal. C'est un être humain, un père, un architecte qui a conçu des bâtiments que vous ne pourriez jamais imaginer. Un homme qui mérite le respect, pas votre mépris. Béatrice recula. Personne ne lui parlait ainsi. Jamais. Comment osez-vous? J'ose parce que quelqu'un doit le dire. Sylvie ne s'arrêta pas. Vous le voyez comme un fardeau.
Mais moi, je vois une personne qui souffre, qui a peur, qui a juste besoin que quelqu'un la traite comme un humain. » Béatrice leva la main. Sylvie ne bougea pas. Elle attendait le coup. Mais Béatrice s'arrêta, parce qu'elle entendit quelque chose. Des pas, dans l'escalier. Quelqu'un arrivait. « Vous êtes renvoyé. » Béatrice baissa la main. « Vous avez 1 heure pour partir. Et si vous dites quoi que ce soit à qui que ce soit, je vous détruis. » Sylvie acquiesça. Pas parce qu'elle acceptait, mais parce qu'elle savait qu'il était inutile de discuter. Elle s'approcha de Monsieur Dubois une dernière fois. Elle lui toucha la joue. « Tout ira bien, Monsieur Dubois. Quelqu'un d'autre prendra soin de vous. » Et elle sortit de la pièce, la tête haute, parce que même si elle avait été humiliée, même si elle avait été menacée, elle ne regrettait rien. Elle avait fait ce qui était juste, et c'était tout ce qui importait. Mais Sylvie ignorait quelque chose. Quelqu'un avait tout entendu, chaque mot, chaque insulte, chaque menace. Antoine était dans le couloir. Il était rentré de sa réunion il y a 20 minutes. Il avait monté les escaliers en silence, et il avait entendu sa femme humilier la seule personne qui pouvait calmer son père. Si cette histoire vous touche particulièrement, pensez à témoigner de votre soutien via un don, ce bouton de soutien que vous voyez en bas. C'est votre façon de dire que cette histoire mérite d'être racontée. Et maintenant, voici ce que personne n'attendait. Antoine ne dit rien. Il n'entra pas dans la pièce. Il ne confronta pas Béatrice. Pas encore. D'abord, il avait besoin de réfléchir. Il avait besoin de digérer ce qu'il avait entendu. Sa femme, la femme avec laquelle il était marié depuis 15 ans, avait traité son père d'animal, avait menacé une femme de ménage de l'accuser faussement de vol, avait dit qu'elle voulait envoyer Monsieur Dubois dans une maison de retraite. Antoine descendit les escaliers en silence. Il s'enferma dans son bureau. Et pour la première fois depuis longtemps, il pleura. Il pleura pour son père, pour les années où il n'avait pas été présent, pour les fois où il avait laissé Béatrice prendre des décisions concernant ses soins, pour ne pas avoir vu ce qui se passait dans sa propre maison. Il pleura pour Sylvie, une femme de ménage qui faisait plus pour son père que tous les spécialistes réunis, une femme qui risquait son travail, sa liberté, pour prendre soin de quelqu'un qui n'était même pas de sa famille. Et il pleura pour lui-même, pour l'homme qu'il était devenu. Un PDG prospère, un millionnaire respecté, mais un fils absent, un mari aveugle, un lâche. Dehors, Sylvie emballait ses affaires. Elle n'avait pas grand-chose. Une petite valise, quelques vêtements, et le carnet que Béatrice avait jeté à la poubelle et que Sylvie avait récupéré, la carte mentale de Monsieur Dubois. Sylvie le regarda une dernière fois. Tant de notes, tant d'observations. Tout ce qu'elle avait appris en 8 mois. Et maintenant, cela ne servirait à rien, parce qu'elle n'allait pas être là pour l'utiliser. Elle pensa à laisser le carnet. Peut-être que quelqu'un d'autre le trouverait. Peut-être que quelqu'un d'autre l'utiliserait pour aider Monsieur Dubois. Mais non, elle le connaissait bien. Béatrice le jetterait, ou le brûlerait. Rien qui pourrait aider Monsieur Dubois ne survivrait dans cette maison. Sylvie rangea le carnet dans sa valise. Elle mit son manteau, et elle se dirigea vers la porte. Mais avant d'arriver, elle entendit quelque chose. Une voix. Son nom. Sylvie. Elle s'arrêta. Ce n'était pas possible. Sylvie. Elle l'entendit à nouveau. Cela venait du 2e étage, de la chambre de Monsieur Dubois. Sylvie regarda vers les escaliers. Son cœur battait fort. Cette voix, c'était la voix de Monsieur Dubois. Mais ce n'était pas un cri. Ce n'était pas un murmure incohérent. C'était son nom, clair, cohérent. Comme si quelque chose en lui s'était réveillé. Sylvie lâcha sa valise. Elle monta les escaliers en courant. Elle se fichait que Béatrice la voie. Elle se fichait qu'on la mette à la porte de force. Monsieur Dubois l'avait appelée. Pour la première fois en 8 mois, il avait dit un nom qui n'était pas celui de ses fantômes. Il avait dit son nom. Elle arriva dans la pièce, essoufflée. Monsieur Dubois était assis sur le lit, les yeux clairs, lucides, regardant vers la porte, l'attendant. Sylvie, il le dit à nouveau, et il sourit.
Un sourire que Sylvie n'avait jamais vu auparavant. Un sourire de reconnaissance, de gratitude, de connexion. Monsieur Dubois. Sylvie s'approcha. Les larmes coulaient sur ses joues. Il me reconnaît. Debussy. Monsieur Dubois acquiesça lentement. Tu m'es Debussy. Sylvie porta ses mains à sa bouche. Elle ne pouvait pas y croire. Il la reconnaissait. Il savait qui elle était. Il savait ce qu'elle faisait pour lui. Tout ce temps, une partie de lui avait été là, écoutant, enregistrant, gardant. Oui, Sylvie s'assit à côté de lui. Je mets Debussy pour vous. Monsieur Dubois prit sa main. La prise était faible, mais présente. Ne partez pas. C'était presque un murmure. Mais Sylvie l'entendit, et son cœur se brisa. Parce qu'elle devait partir, parce que Béatrice l'avait renvoyée, parce qu'elle n'avait pas le choix. Monsieur Dubois, S'il vous plaît. Les yeux de Monsieur Dubois se remplirent de larmes. Les voix sont laides, mais tu les fais taire. Sylvie ne put se retenir. Elle le serra dans ses bras. Comme elle l'avait serré dans ses bras il y a 1 heure quand il était en crise. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, il était présent. Cette fois, il savait qui l'étreignait. Et cette fois, quelqu'un d'autre le vit. Antoine était à la porte. Il était monté quand il avait entendu la voix de son père. Une voix qu'il n'avait pas entendue avec clarté depuis des mois. Et ce qu'il vit le laissa sans voix. Son père, lucide, serrant la femme de ménage dans ses bras, disant son nom, demandant qu'elle ne parte pas. Sylvie leva les yeux. Elle vit Antoine, et la peur revint. « Monsieur Antoine, Ne dites rien. » Antoine entra dans la pièce. Il s'agenouilla près du lit, près de son père, près de Sylvie. « Papa. » Monsieur Dubois tourna la tête. Il regarda son fils. Et quelque chose dans ses yeux changea. « Antoine. » Il le dit avec la même clarté qu'il avait dit Sylvie. « Mon fils. » Antoine sanglota. Il ne put s'en empêcher. Son père le reconnaissait. Après des mois de regards vides, de cris, de paranoïa, son père le voyait. Il savait qui il était. « Papa, je suis là. Je sais. » Monsieur Dubois sourit. « Tu es toujours occupé. Mais je sais que tu m'aimes. » Antoine baissa la tête. Les larmes coulaient sur le drap. « Pardonne-moi. Papa, pardonne-moi de ne pas avoir été plus présent, de t'avoir laissé seul, de ne pas t'avoir soigné comme je le devais. » Monsieur Dubois lui toucha les cheveux, comme il le faisait quand Antoine était enfant. « Tu n'es pas seul. Elle s'occupe de moi. » Il désigna Sylvie. Elle met du Debussy. Elle me montre des photos. Elle me ramène. Antoine regarda Sylvie, la femme qui nettoyait les salles de bain, la femme que sa femme avait humiliée, la femme qui avait fait ce que personne d'autre ne pouvait, ramener son père. Même si ce n'était que par moment, même si c'était temporaire, elle l'avait fait. Merci. C'était tout ce qu'Antoine pouvait dire. Sylvie secoua la tête. Vous n'avez pas à me remercier. Je le fais parce que je le veux, parce que j'en ai besoin, parce qu'il me rappelle quelqu'un que j'ai perdu. Antoine comprit. L'agence lui avait parlé de son frère, mais l'entendre de sa bouche, c'était différent. C'était plus réel, plus profond. Ton frère, oui. Sylvie regarda Monsieur Dubois. Il a eu la schizophrénie pendant 15 ans. Je me suis occupé de lui jusqu'à sa mort. Et quand j'ai vu Monsieur Dubois, j'ai vu mon frère dans ses yeux. Je ne pouvais pas ne rien faire. Antoine acquiesça. Je veux que tu restes. Sylvie le regarda surprise. Mais Madame Béatrice, peu importe ce que Béatrice veut maintenant. Antoine se leva. Son visage avait changé. Il n'y avait plus de doute, plus de peur. Il y avait de la détermination. C'est ma maison, mon père, ma décision. Et ma décision est que tu restes. Sylvie ne savait pas quoi dire, mais avant qu'elle ne puisse répondre, ils entendirent des pas dans le couloir. Béatrice apparut sur le pas de la porte. Son visage était un mélange de confusion et de fureur. « Antoine, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi est-ce qu'elle est encore là ?» Antoine se tourna vers sa femme.
et ce que Béatrice vit dans ses yeux la fit reculer. « Nous devons parler. Maintenant. Antoine. Je voulais juste. Maintenant. » La voix d'Antoine ne laissait aucune place à la discussion. Béatrice regarda Sylvie, regarda Monsieur Dubois. Et pour la première fois, elle eut peur. Quelque chose avait changé. Quelque chose qu'elle ne pouvait pas contrôler. Elle descendit les escaliers derrière son mari. Et ce qui se passa dans le bureau changea tout pour toujours. Antoine ferma la porte. Il ne s'assit pas. Il n'offrit pas de siège à Béatrice. Il se planta devant elle, les bras croisés. J'ai tout entendu. Les mots tombèrent comme des pierres. Béatrice pâlit. « Antoine, laisse-moi expliquer. » « Non. » Antoine leva la main. « Il n'y a rien à expliquer. J'ai entendu comment tu l'as appelé. J'ai entendu comment tu as menacé Sylvie. J'ai entendu comment tu as dit que mon père était un animal, que tu voulais l'envoyer dans un asile. » Béatrice tenta de parler, mais Antoine ne la laissa pas faire. 15 ans, sa voix tremblait. 15 ans de mariage, et je ne t'ai jamais vraiment connu. Je n'ai jamais su de quoi tu étais capable. Antoine, ton père me rend folle. Les cris, les crises, la peur. Mon père est malade, ce n'est pas de sa faute. Et tu le traites comme si c'était la peste, comme si c'était quelque chose qu'il faut cacher. Béatrice commença à pleurer. Mais Antoine ne se laissa pas émouvoir. Il avait vu son père pleurer de peur trop de fois. Les larmes de Béatrice ne signifiaient rien comparées à ça. « Que veux-tu que je fasse ?» Béatrice sanglota. « Que je change, que je l'accepte, que je fasse semblant que je n'ai pas peur. Je ne te demande pas de faire semblant. » Antoine s'approcha d'elle. « Je te demande d'être humaine. Et si tu ne peux pas, alors tu n'as pas ta place dans cette maison. » Béatrice le regarda avec incrédulité. « Tu me mets dehors, moi, pour une femme de ménage? Je te mets dehors pour ce que tu es. » Antoine ouvrit la porte du bureau. Une personne incapable de compassion, incapable de voir au-delà de son propre confort. « Mon père mérite mieux. Sylvie mérite mieux. Je mérite mieux. » Béatrice resta paralysée. Cela ne pouvait pas se produire. Pas à elle. Pas à cause d'un vieil homme malade et d'une employée de maison. « Antoine, pense à ce que tu fais. Je suis ta femme. Nous avons 15 ans ensemble. Et pendant ces 15 années, je ne t'ai jamais vu traiter mon père comme une personne. » Antoine montra l'escalier. « Tu peux rester cette nuit. Demain, je veux que tes affaires soient hors de cette maison. » Béatrice voulut crier, voulut se battre, voulut détruire quelque chose. Mais elle vit la détermination dans les yeux d'Antoine. Et elle sut qu'elle avait perdu. Elle avait passé des années à manipuler, à contrôler, à décider qui restait et qui partait. Mais elle avait commis une erreur. Elle avait sous-estimé l'amour d'un fils pour son père. Elle avait sous-estimé ce qui se passe quand un homme ouvre enfin les yeux, sans dire un mot. Béatrice monta les escaliers, s'enferma dans la chambre d'amis, et Antoine, pour la première fois depuis longtemps, sentit qu'il pouvait respirer. Il monta dans la chambre de son père. Sylvie était toujours là, assise à côté de Monsieur Dubois, fredonnant du Debussy. Monsieur Dubois avait les yeux fermés, mais il ne dormait pas. Il écoutait, et pour la première fois depuis des mois, son visage était en paix. Antoine resta sur le seuil de la porte à regarder la scène. Une femme de ménage faisant ce que lui n'avait jamais pu faire, donnant la paix à son père, avec quelque chose d'aussi simple qu'une mélodie. Et à ce moment-là, Antoine prit une décision. Sylvie non seulement resterait, Sylvie serait reconnue, valorisée, traitée comme la personne extraordinaire qu'elle était. Cette nuit-là, Antoine ne dormit pas. Il resta assis dans son bureau, à regarder de vieilles photos. Des photos de quand son père était encore lui, l'architecte brillant, l'homme qui l'emmenait voir ses bâtiments, le père qui lui apprenait à voir la beauté dans les lignes et les angles. Antoine avait 10 ans quand son père lui montra son premier projet terminé. Un immeuble de bureaux dans le centre-ville. « Regarde, Antoine. » Son père avait pointé du doigt vers le haut. « C'est moi qui ai créé ça. De rien.
juste avec mes idées et mes mains. Antoine avait regardé l'immeuble avec émerveillement. Alors tout était possible. Alors son père pouvait créer n'importe quoi. Alors le monde était un endroit où les rêves devenaient réalité. 20 ans plus tard, cet homme n'existait plus. Les voix l'avaient emporté. La paranoïa l'avait consumé. Et Antoine avait été tellement occupé à construire son propre empire qu'il n'avait pas vu son père s'effondrer. Il avait engagé les meilleurs spécialistes. Il avait payé pour les meilleurs traitements. Il avait fait tout ce que l'argent pouvait faire. Mais l'argent ne pouvait pas faire ce que Sylvie faisait. L'argent ne pouvait pas embrasser, ne pouvait pas fredonner, ne pouvait pas montrer des photos avec patience et amour. L'argent ne pouvait qu'acheter des services. Monsieur Dubois ne pouvait pas acheter de cœur. Et Sylvie avait un cœur qui ne se vendait pas, qui ne se louait pas, qui, simplement, se donnait, sans rien demander en échange. Le lendemain, les choses ont changé. Béatrice est partie tôt, sans dire au revoir, sans regarder en arrière. Antoine ne l'a pas retenue. Il savait que c'était le mieux, pour tout le monde. Ce matin-là, il a appelé Sylvie dans son bureau. Sylvie est entrée, nerveuse. Elle n'arrivait toujours pas à croire ce qui s'était passé. Elle espérait encore que tout cela n'était qu'un rêve, que Béatrice apparaîtrait et la renverrait vraiment. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Antoine a montré une chaise. Sylvie s'est assise sur le bord, prête à courir si nécessaire. « Je veux vous faire une proposition. » Antoine a ouvert un dossier. « J'ai réfléchi toute la nuit. Mon père a besoin de vous. Pas comme femme de ménage, mais comme aide-soignante. » Sylvie a écarquillé les yeux. « Monsieur Dubois, je n'ai pas de diplôme. Les diplômes ne m'intéressent pas. » Antoine a refermé le dossier. « Ce que vous faites, aucun diplôme ne l'enseigne. Vous avez quelque chose qu'on ne peut pas étudier. L'expérience, la patience, l'amour. » Sylvie ne savait pas quoi dire. « Je veux tripler votre salaire. » Antoine a sorti un chèque. « Et je veux que vous emménagiez dans la maison, dans une chambre à vous, pas celle de service, dans l'une des chambres du premier étage, près de mon père. » Sylvie a senti les larmes monter. « Monsieur, c'est trop. » « Ce n'est pas assez. » Antoine a tendu le chèque. « Ce ne sera jamais assez pour payer ce que vous faites. Mais c'est un commencement. » Sylvie a regardé le chèque. La somme était plus importante que ce qu'elle avait gagné en un an. « Je ne peux pas accepter ça. »« Vous pouvez, et vous le ferez. » Antoine a souri. Pour la première fois depuis des jours, un sourire sincère. « Mon père vous a appelé par votre prénom. Il ne l'avait fait avec personne depuis des mois. Et vous avez réussi quelque chose que les meilleurs spécialistes n'ont pas pu. Vous le méritez, et plus encore. » Sylvie a pleuré. Pas de tristesse, de soulagement, de joie, de la sensation que, finalement, quelqu'un voyait sa valeur. « Merci, monsieur Dubois. Ne m'appelez pas monsieur. » Antoine a pris sa main. « Appelez-moi Antoine. Vous faites partie de cette famille maintenant. » Et ainsi, Sylvie a cessé d'être la servante. Elle est devenue quelque chose de plus. Pas seulement une aide-soignante, mais quelqu'un d'indispensable, quelqu'un d'aimé, quelqu'un qui avait trouvé sa place. Les mois suivants ont été différents. Monsieur Dubois avait toujours des crises. La schizophrénie ne disparaît pas. Elle ne se guérit pas. Elle se gère seulement. Mais avec Sylvie près de lui, les crises étaient moins fréquentes, moins intenses, moins terrifiantes. Sylvie utilisait son carnet tous les jours. Elle notait de nouveaux schémas, de nouveaux déclencheurs, de nouvelles façons de le calmer. Et Monsieur Dubois, bien qu'il continuât à lutter contre ses démons intérieurs, avait des moments de lucidité plus fréquents, des moments où il reconnaissait Antoine, où il disait le nom de Sylvie, où il souriait comme l'homme qu'il avait été autrefois. Antoine a commencé à passer plus de temps à la maison. Il a délégué des responsabilités dans l'entreprise. Il a embauché quelqu'un pour gérer les réunions auxquelles il avait l'habitude d'assister, parce qu'il avait compris quelque chose d'important. L'argent n'achète pas le temps, et le temps qu'il avait avec son père était limité. Un jour, Antoine a trouvé Sylvie et son père dans le jardin. Monsieur Dubois était assis sur un banc. Sylvie à ses côtés. Ils avaient un album photo ouvert, et Monsieur Dubois montrait une image. « Cet immeuble, je l'ai conçu. » Sa voix était faible, mais claire.
C'était mon premier grand projet. Antoine s'est approché en silence. Il ne voulait pas interrompre. « C'est magnifique, monsieur Dubois. » Sylvie lui souriait. « Vous deviez être très talentueux. »« Je l'étais, » monsieur Dubois a acquiescé. « Mais je ne me souviens plus comment on faisait. Les voix ont tout emporté. » Sylvie lui a pris la main. « Les voix n'ont pas tout emporté. Elles ont emporté certaines choses. Mais vous êtes toujours là. Vos souvenirs sont toujours là. Votre amour pour Antoine est toujours là. » Monsieur Dubois a regardé vers l'endroit où se trouvait Antoine, et pendant un moment ses yeux étaient complètement lucides. « Mon fils. » Antoine s'est agenouillé devant son père. « Je suis là, papa. »« Tu es un bonhomme, Antoine. » Monsieur Dubois lui a touché la joue. « Meilleur que moi. Papa, tu as été. »« Non. » Monsieur Dubois a secoué la tête. « Je me suis perdu. Mais tu as trouvé le chemin. Et tu as trouvé Sylvie. » Il a regardé la femme qui prenait soin de lui. Elle est un ange. Un ange qui porte un uniforme. Antoine et Sylvie se sont regardés et ont souri. Parce que monsieur Dubois avait raison. Parfois, les anges n'ont pas d'ailes. Ils ont des uniformes de femmes de ménage. Ils ont des carnets remplis de notes. Ils ont des mélodies de Debussy qu'ils fredonnent le matin. Et ils ont un cœur si grand qu'il peut calmer même les esprits les plus torturés. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, je veux que vous sachiez quelque chose. Cette histoire est un rappel que la valeur d'une personne ne se mesure pas à son diplôme, ni à son salaire, ni à sa position sociale. Elle se mesure à ses actions, à sa compassion, à sa capacité de voir l'humanité là où d'autres ne voient que des problèmes. Sylvie n'avait rien. Elle était une veuve de 47 ans. Une femme de ménage. Une femme qui nettoyait des toilettes et lavait des sols. Mais elle avait quelque chose que Béatrice, avec tout son argent et son statut, n'aurait jamais. Un cœur qui savait aimer. Et c'est cela, au final, qui a fait la différence. Béatrice a disparu de leur vie. Elle est partie vivre avec une sœur dans une autre ville. Elle n'est jamais revenue à la maison. Elle n'a jamais demandé des nouvelles de monsieur Dubois. C'était comme si elle n'avait jamais existé. Et peut-être, d'une certaine manière, n'a-t-elle jamais existé. Parce que les personnes qui ne savent pas aimer sont comme des fantômes. Elles traversent la vie sans laisser de traces, sans être remarquées, sans avoir d'importance. Mais Sylvie serait toujours dans les mémoires, pour Antoine, pour monsieur Dubois, pour tous ceux qui écouteront cette histoire, parce qu'elle a fait ce que peu font, aimer sans rien attendre en échange. Et cet amour, au final, a tout changé. Un an plus tard, Antoine a fait quelque chose qui a surpris tout le monde. Il a créé une fondation. Il l'a appelée Fondation Sylvie. Son but était simple, former des aidants pour les personnes atteintes de maladies mentales, pas avec des diplômes universitaires, pas avec des certifications froides, avec ce que Sylvie lui avait appris, la patience, l'observation, l'amour. La fondation offrait des cours gratuits. Elle enseignait les techniques que Sylvie avait développées, les ancrages, la musique, les photos, les routines, tout ce qu'elle avait appris en prenant soin de son frère et de monsieur Dubois. Sylvie a été la première instructrice. Au début, elle a refusé. « Je ne suis pas enseignante, monsieur Dubois. » Mais Antoine a insisté. « Vous avez quelque chose qu'on ne peut pas enseigner dans une université. Vous avez l'expérience de quelqu'un qui a aimé. Et cela vaut plus que n'importe quel diplôme. » Sylvie a accepté. Et la première année, la Fondation a formé 200 personnes, 200 soignants, qui ont appris à voir les malades mentaux comme des personnes, pas comme des fardeaux, pas comme des problèmes, mais comme des êtres humains qui méritent dignité. Monsieur Dubois a vécu 3 ans de plus, 3 ans de lucidité partielle, de moments bons et de moments difficiles, du Debussy le matin et des photos anciennes l'après-midi. Sylvie est restée avec lui jusqu'à la fin, lui tenant la main, fredonnant sa mélodie, lui rappelant qui il était. Le dernier jour de monsieur Dubois fut différent. Sylvie l'a su dès le matin. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une paix qu'elle n'avait jamais vue auparavant, une clarté qui semblait venir d'un autre monde. Monsieur Dubois la regarda quand elle entra dans la chambre et sourit. « Aujourd'hui est le jour, Sylvie.
Sylvie sentit son cœur se serrer. « Ne dites pas ça, monsieur Dubois. C'est la vérité. » Monsieur Dubois lui prit la main. Les voix sont parties. Pour la première fois en 20 ans, il y a le silence. Sylvie appela Antoine. Elle lui dit de venir, que c'était important. Antoine arriva en 15 minutes. Il n'avait jamais conduit aussi vite. Quand il entra dans la chambre, il vit son père assis sur le lit, les yeux clairs, complètement lucides, comme il ne les avait pas vus depuis des années. « Papa !» Antoine s'assit près de lui. « Fils !» Monsieur Dubois sourit. « Tu te souviens de l'immeuble, le premier que je t'ai emmené voir ?» Antoine acquiesça. Les larmes coulaient déjà sur ses joues. « Bien sûr que je m'en souviens, papa. » Il était magnifique. Monsieur Dubois regarda par la fenêtre. « J'ai créé beaucoup de choses dans ma vie, mais la meilleure chose que j'ai créée, c'est toi. » Antoine sanglota. « Papa, ne pars pas. Nous partons tous, mon fils. Mais certains ont la chance de partir aimés. Et je pars aimé. Par toi. Et par Sylvie. » Il regarda la femme qui avait pris soin de lui. « Merci. » Ce fut un murmure. Mais Sylvie l'entendit. « Vous n'avez pas à me remercier, monsieur Dubois. »« Si, je dois. » Monsieur Dubois ferma les yeux. « Tu m'as donné la paix, au milieu de la tempête. Tu m'as donné Debussy, au milieu du bruit. Tu m'as donné ta main, quand tout le monde m'a lâché. » Sylvie pleura. Elle ne put pas l'éviter. « Vous m'avez donné quelque chose aussi. » Monsieur Dubois ouvrit les yeux. « Que t'ai-je donné ? Une raison d'aller de l'avant. » Sylvie lui sourit à travers ses larmes. « Quand mon frère est mort, j'ai pensé que je n'avais plus de but. Mais vous m'avez montré que que je pouvais utiliser tout ce que j'ai appris pour aider quelqu'un d'autre. Que la douleur de perdre mon frère n'a pas été vaine. » Monsieur Dubois acquiesça. « Alors, nous nous sommes sauvés tous les deux. » Il ferma les yeux de nouveau et soupira. Un soupir long, profond, rempli de pièces. Quand il mourut, il le fit en paix, avec un sourire sur les lèvres. Et la dernière chose qu'il dit fut un nom. Sylvie. Antoine était là quand c'est arrivé. Il vit son père partir, tranquille, sans peur, sans douleur. Et il sut que c'était grâce à Sylvie, grâce à une femme de ménage, qui a fait ce que personne d'autre ne pouvait, donner la paix à un homme, qui avait vécu des années dans la tempête, après les funérailles. Antoine demanda à Sylvie de rester, pas comme soignante. Il n'y avait plus personne à soigner, mais comme famille. « Tu fais partie de nous maintenant, » lui dit Antoine. « Cette maison est ta maison. Elle le sera toujours. » Sylvie accepta, pas parce qu'elle avait besoin d'un endroit où vivre, mais parce qu'elle avait trouvé quelque chose qu'elle cherchait depuis 5 ans, depuis la mort de son frère. Un but, une famille, un foyer, et quelque chose de plus, des années plus tard. La Fondation Sylvie devint l'une des plus importantes du pays. Elle forma des milliers de soignants, aida des milliers de familles, avec des malades mentaux. Sylvie voyagea à travers les villes, enseignant ce qu'elle savait, racontant l'histoire de son frère, racontant l'histoire de Monsieur Dubois, montrant que l'amour peut faire ce que la science ne peut pas. Et à chaque conférence, à chaque cours, à chaque discussion, Sylvie commençait de la même manière. J'étais femme de ménage, je nettoyais des toilettes, je lavais des sols. Personne ne me regardait, personne ne me voyait, mais j'avais quelque chose qui ne s'achète pas avec de l'argent. Un cœur qui savait aimer, et c'est ça, au final, qui a fait la différence. Les gens l'écoutaient en silence. Certains pleuraient, d'autres souriaient, tous apprenaient. Parce que Sylvie n'enseignait pas des techniques, elle enseignait l'humanité. Et c'était exactement ce dont le monde avait besoin. Antoine ne se remaria jamais. Il dit qu'il n'avait pas besoin d'une autre épouse. Il avait Sylvie. Pas comme une partenaire, mais comme une famille, comme la sœur qu'il n'avait jamais eue, comme la personne qui lui avait rendu son père, même si c'était pour peu de temps, même si c'était temporairement. Elle lui avait donné quelque chose qu'aucun argent ne pouvait acheter. Des moments de lucidité, des sourires de reconnaissance, des mots d'amour, au milieu du chaos. Et pour ça, Antoine passait chaque jour reconnaissant que Sylvie soit arrivée dans sa maison,
reconnaissant que Béatrice l'ait humilié. Parce que si Béatrice ne l'avait pas humilié, Antoine n'aurait jamais découvert la vérité, n'aurait jamais renvoyé sa femme, n'aurait jamais reconnu Sylvie, et son père serait mort seul, sans paix, sans amour, sans personne pour lui fredonner du Debussy. Parfois, les pires choses qui nous arrivent nous mènent au meilleur. Parfois, l'humiliation est le chemin vers la rédemption. Parfois, perdre une épouse, c'est gagner une famille. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici. Et ainsi se termine cette histoire. Pas avec une fin heureuse parfaite, parce que la vie n'est pas parfaite. Monsieur Dubois est mort. C'est triste. Mais il est mort aimé, soigné, en paix, et ça, dans un monde rempli de douleurs. Et ce qui se rapproche le plus d'un miracle. Béatrice, quant à elle, n'a jamais trouvé ce qu'elle cherchait. Elle a déménagé dans une autre ville, s'est remariée, et de nouveau, 3 mariages en 10 ans. Tous se sont terminés de la même manière, parce que Béatrice n'a jamais appris la leçon. Elle n'a jamais compris que l'amour ne s'achète pas, que la famille n'est pas un obstacle, que la vieillesse n'est pas une honte, que la maladie mentale n'est pas un péché. Béatrice a continué à courir, d'une vie à l'autre, d'un mari à l'autre, cherchant quelque chose qu'elle ne trouverait jamais, parce que ce qu'elle cherchait n'était pas à l'extérieur, c'était à l'intérieur, et son cœur était vide. Sylvie, en revanche, a trouvé tout ce dont elle avait besoin, dans une maison qui n'était pas la sienne, avec une famille qui n'était pas de sang, soignant quelqu'un qui n'était pas son frère, mais qui lui avait donné la même chose que son frère, un but, de l'amour, une place dans le monde. Et ça, au final, c'est tout ce dont chacun d'entre nous a besoin, un endroit où appartenir, quelqu'un à aimer, et la certitude que notre vie a un sens. Sylvie l'a trouvé, et toi aussi, tu peux le trouver, peu importe qui tu es, peu importe d'où tu viens, peu importe quel travail tu as. Ce qui compte, au fond, c'est votre cœur. Et si votre cœur s'est aimé, alors tout est possible. Si cette histoire a touché votre cœur, si vous avez ressenti quelque chose en l'écoutant, alors elle a rempli son but. Parce que les histoires comme celle-ci ne sont pas racontées pour divertir. Elles sont racontées pour se souvenir que les héros ne portent pas toujours de cape. Parfois, ils portent des uniformes d'aides-soignants. Parfois, ils nettoient des toilettes. Parfois, ils sont invisibles aux yeux du monde. Mais ce sont eux qui comptent vraiment. Ceux qui font la différence, ceux qui changent des vies. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci d'avoir accordé votre temps à Sylvie et à Monsieur Dubois. Merci de croire en des histoires comme celle-ci. Merci de vous souvenir que nous méritons tous l'amour, peu importe notre esprit, peu importe notre âge, peu importe notre maladie. Nous méritons tous que quelqu'un nous enlace quand nous avons peur, que quelqu'un nous fredonne une mélodie de Debussy quand les voix sont trop fortes, que quelqu'un nous montre des photos quand nous oublions qui nous sommes. Nous méritons tous une Sylvie dans notre vie. Et peut-être, juste peut-être, que nous pouvons tous être une Sylvie pour quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas besoin d'un titre, vous n'avez pas besoin d'argent, vous n'avez pas besoin de pouvoir, vous avez seulement besoin d'un cœur qui sache aimer. Et ça, vous l'avez, nous l'avons tous. Il suffit de décider de l'utiliser. Et merci de vous souvenir que l'amour, même s'il vient des mains les moins attendues, gagne toujours, sans exception. À bientôt pour une prochaine histoire.